Allez, on plonge directement dans ce décryptage. C'est une métaphore biologique vraiment fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. On a tellement l'habitude de penser au cycle de la vie et de la mort uniquement pour les humains ou les animaux, mais en fait, que se passe-t-il si on applique ce même cycle à des entités juridiques? Des sociétés, des entreprises, des associations? Eh bien, tout comme nous, ces personnes morales naissent, vivent et finissent inévitablement par faire face à leur propre mort juridique. Aujourd'hui, on va décortiquer comment, et surtout pourquoi, ces organisations finissent par disparaître. Pour bien comprendre tout ça, on va passer par 4 grandes étapes. D'abord la mort naturelle, ensuite la fin volontaire, puis on abordera la dissolution forcée et on terminera par la phase d'après-vie et l'héritage. Alors, première partie, la mort naturelle, ou, pour le dire autrement, les limites purement biologiques des organisations. Ce chiffre, 99, il est quand même dingue. En France, 99 ans, c'est tout simplement la durée de vie naturelle maximale pour les entités juridiques de droit privé. C'est une règle fondatrice qui vient tout droit du Code civil. Au départ, ça ne concernait que les sociétés, mais cette espèce d'horloge biologique a été étendue à presque toutes les personnes morales. Donc le principe est super simple, au bout de 99 ans, c'est la dissolution de plein droit. L'organisation meurt de vieillesse, littéralement. Mais bon, cette limite de 99 ans, ce n'est pas une fatalité absolue non plus. Il y a des exceptions vraiment intéressantes. Par exemple, les fondations. Elles sont conçues pour être pratiquement immortelles, avec une durée de vie perpétuelle pour garantir la continuité de leurs actions. Et puis, à l'inverse, les membres d'un groupe peuvent très bien modifier cette espérance de vie. On peut voter pour une prolongation ou au contraire décider d'une dissolution bien avant l'heure. Parfois, en fait, il suffit même du décès ou de l'incapacité juridique d'un seul membre clé pour provoquer la mort naturelle du groupe tout entier. D'ailleurs, la mort naturelle ne frappe pas toujours à cause du temps qui passe. Parfois, c'est juste parce que l'objectif est atteint. Prenons un exemple très concret et assez poignant, l'Association des victimes de la tragédie du tunnel du Mont-Blanc. Ce groupe a été créé pour une raison extrêmement précise, à savoir défendre et accompagner les familles lors du procès. Eh bien, une fois le procès terminé, et cet objectif réalisé, la raison d'être de l'association s'évapore d'elle-même. L'organisation se dissout donc naturellement, car sa mission de vie est accomplie, tout simplement. On passe à la deuxième partie, la fin volontaire. Le moment où l'on choisit de mettre la clé sous la porte. En gros, il y a 2 grandes routes pour organiser cette fin volontaire. La première, c'est la plus classique. Les membres physiques se réunissent, discutent et décident de tout arrêter via un vote officiel. C'est en quelque sorte un suicide juridiquement assisté, planifié par les fondateurs eux-mêmes. La deuxième option, c'est la dissolution par fusion ou absorption. Concrètement, imaginons une entreprise qui se fait totalement racheter ou avaler par un concurrent. La société absorbée disparaît purement et simplement, sa personnalité juridique s'éteint pour aller se fondre dans la nouvelle entité. Ce qui nous amène à notre troisième partie, nettement plus dramatique, la dissolution forcée, la véritable peine de mort juridique. Au plus haut niveau de l'État, on trouve 2 pouvoirs distincts qui peuvent agir un peu comme des bourreaux administratifs. D'un côté, le pouvoir législatif. Le Parlement peut utiliser la loi pour cibler des groupements spécifiques s'ils représentent une menace grave pour la sécurité ou l'ordre public. De l'autre côté, le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, utilise plutôt la voie du décret. C'est une sanction hyper rapide pour démanteler des groupes contraires à l'intérêt général, comme par exemple des groupes de supporters de football ultra-violents. Dans les 2 cas, l'État tranche dans le vif pour stopper net une organisation devenue dangereuse. Ensuite, sur le plan judiciaire, c'est fou de voir la variété de diagnostics fatals qu'un juge peut prononcer. Ça peut partir d'un simple vice de fabrication, comme un manque de vrai consentement au moment de la création du groupe, mais ça va aussi jusqu'au pire drame interne, comme ces mésententes entre associés qui paralysent complètement le fonctionnement. Et puis, il y a les anomalies de structure, par exemple, quand une seule personne finit par récupérer absolument toutes les parts d'une société. Sans oublier bien sûr les sanctions pénales pour des actes criminels ou tout bêtement la faillite économique pure et simple. Il y a même des groupes qui sont, disons, mort-nés juridiquement. L'affaire de la chasse à la tourterelle en est l'illustration parfaite. L'idée de départ, c'était de créer une association pour défendre la chasse de cet oiseau toute l'année. Sauf que la tourterelle était déjà classée comme une espèce protégée par la loi. Du coup, l'objectif fondamental du groupe était 100% illégal dès le premier jour. Le juge n'a eu d'autre choix que d'arriver et de prononcer la dissolution immédiate. Mais attention, face au risque de dissolution pénale, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certaines entités possèdent un véritable bouclier d'immunité. Les entités de droit public, comme les communes ou les régions, ou encore les syndicats et les partis politiques, ne peuvent tout simplement pas être dissoutes pour des infractions pénales. En fait, leur rôle institutionnel et démocratique est considéré comme bien trop crucial pour subir cette peine de mort judiciaire. Et ce, même si leurs dirigeants commettent des fautes graves. Allez, dernière étape, la section 4, l'après-vie et l'héritage, ce qu'on appelle la phase de liquidation.
C'est une phase assez fascinante. Parce que quand une personne morale est officiellement dissoute, elle ne fait pas pouf, elle ne s'évapore pas d'un coup. Elle entre dans un état de maintien temporaire, un peu comme un fantôme juridique. La personnalité de l'entité reste en vie, juste le temps nécessaire pour régler ses affaires terrestres. Il faut bien payer les dernières dettes, récupérer l'argent qu'on lui doit, vendre les derniers actifs immobiliers, clôturer les procès en cours. C'est vraiment une existence résiduelle, uniquement là pour organiser la liquidation. Et là, le destin du trésor de guerre, si on peut dire, dépend d'une frontière très stricte. Du côté des sociétés à but lucratif, c'est l'heure de se partager le gâteau. S'il reste de l'argent après avoir payé les créanciers, cet actif est redistribué aux associés selon les parts de chacun. Par contre, pour le non lucratif, comme les associations, la règle est inflexible. Zéro enrichissement personnel. L'argent restant doit absolument être transféré à un groupe similaire qui mène le même type de combat philanthropique, ou bien il doit être rendu directement aux donateurs initiaux. Pour clôturer ce décryptage, on peut se poser une dernière question assez provocatrice. On a vu à quel point les organisations privées sont fragiles, vulnérables au temps, aux dettes, aux crimes, aux disputes. Mais de l'autre côté, les grandes entités publiques, l'État en premier lieu, semblent posséder une forme de permanence absolue, presque éternelle. Alors, pourquoi une telle différence ? Qu'est-ce qui donne à nos institutions publiques cette capacité à défier le temps et la mort juridique ? C'est une vraie réflexion sur la nature du pouvoir et du droit, et c'est assurément une piste passionnante à creuser pour une prochaine fois.